Le dernier adversaire de Nassourdine Imavov, Jared Cannonier, retourne dans l'octogone ce week-end face à la flèche montante Caio Borraio. Jared Cannonier, l'un des rares combattants à posséder des victoires dans 3 divisions de poids à l'UFC, chez les heavyweight, chez les light heavyweight et chez les middleweight, cherchera à rapidement effacer sa défaite contre le français. Face à lui, celui décrit comme le mix entre le striking de Lyoto Machida et le grappling de Demian Maia, Caio Borraio joue son entrée dans le top 10 et cherchera à se solidifier comme un futur contender de la division montante du moment. Ce combat très intriguant est le sujet de notre épisode du Game Plan qu'on vous analyse avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse et t'intrigue dans ce combat? Comme tous les combats avec une belle différence dans le classement, moi c'est de voir si Caio Borraio est capable de passer un gros step. Et la deuxième chose qui m'intéresse vraiment, c'est de voir un petit peu comment Caio Borraio... Alors non, deux choses. Comment Caio Borraio va combattre sur 5 rounds, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et comment Cannonier va rebondir de sa dernière défaite en si peu de temps. Voilà. C'est clair que ça fait partie des choses qui doivent nous intéresser. Moi personnellement, c'est aussi l'état de la division qui m'intéresse. Quand tu regardes le top, il y a vraiment des solides noms. Et quand je regarde en dehors du top 10 et que je vois des gars comme Borraio, Fluffy Hernandez, Ramzat qui est en dehors du top 10, Michel Pereira qui s'installe bien dans cette nouvelle division pour lui. Et quand tu regardes encore plus loin, Joe Pyfer, Bo Nickal, j'ai vraiment hâte de voir comment toute cette division va se dénouer. Et donc là, quand on a un prospect qui monte vraiment, qui est invaincu et qui fait que monter, qui est mis contre un vétéran, pour moi, ça va donner des gros indicateurs sur la suite de la division. Et donc, je suis très intéressé par ça aussi. On va analyser le combat juste après notre Tale of the Tape. Jared Cannonier a un palmarès de 17 victoires pour 7 défaites et a fait la quasi-totalité de sa carrière à l'UFC où il cumule 10 victoires pour ses 7 défaites, actuellement numéro 5 dans la division. Ces 9 victoires par KO reflètent son style considéré comme striker athlétique. Avec 3 victoires par soumission à son actif, il a un finish rate de 70%. Caio Borraio possède un 12 à côté de son nom, avec un palmarès quasi parfait de 16 victoires pour une seule défaite qui remonte à son deuxième combat professionnel en 2015. Il est arrivé à l'UFC sur 2 victoires au Contender Series en 2021 et est inarrêtable depuis avec 6 victoires sous la bannière de l'UFC. En carrière, il a un finish rate de 56% avec 5 KO, 4 soumissions pour 7 décisions. Lorsqu'on parle de Cannonier, on se doit de parler de son impressionnant hip ratio avec 1m97 d'allonge pour 1m80 de taille. Borraio sera plus grand du haut de son 1m85 avec 1m91 d'allonge. Statistiquement, on sera sur des volumes différents, avec un Cannonier qui touche 4,62 fois ses adversaires à la minute contre le style sans déchet du Brésilien qui ne touche que 2,91 fois à la minute pour une précision de 60%. Ce dernier réussit 63% de ses amenées au sol, ce qui est très élevé pour 2 réussis par 15 minutes. Ce sera testé face à la takedown defense de 61% de Jared Cannonier. Jared Cannonier avait obtenu son title shot sur une victoire par KO contre Derek Brunson, mais est tombé court contre Israel Adesanya plus tard dans la même année en 2022, avant de se relancer la même année une nouvelle fois à la décision partagée contre Sean Strickland. S'ensuit une victoire contre Vettori en 5 rounds à nouveau, avant une année d'absence sur blessure amenant à son retour contre Imavov qui le TKO dans la 4e reprise. Caio Borraio a été actif lors de son entrée à l'UFC avec 3 victoires à la décision en 2022. Son premier finish viendra contre Michal avant de prendre Abus Magomedov à la décision. Sa dernière sortie était plus tôt cette année avec un très beau KO sur Paul Craig dans le 2e round. Alors, notre communauté a voté sur 2000 votes. On a les 2 tiers qui voient une victoire de Jared Cannonier. On donnera notre avis en fin de vidéo. On vous invite déjà à vous abonner pour pouvoir voter sur les prochains combats qu'on va analyser. Et aussi, on vous invite à donner votre pronostic précis en commentaire pour nous aider avec le référencement. Parlons d'abord de Caio Borraio, Brian, car il est moins connu du grand public. J'ai envie de te lancer sur le fait qu'il soit à l'équipe Fighting Nerds,
qui est une équipe qui explose en ce moment. Jean Silva, Carlos Prates qui a fait un énorme combat ce week-end, Mauricio Frufi, et ici on a Borayo, 4 combattants à l'UFC, 4 combattants très très chauds à l'UFC. Bah écoute, je pense que il commençait à y avoir de la hype sur cette team. On commençait vraiment à entendre parler. Tu vois, un Jean Silva, c'est la team Fighting Nerd, etc. Je pense que ça a été confirmé par la performance de Prates ce week-end. Parce que Prates, ça reste quand même un gars qui avait pas non plus un record nickel, Linéaire. tu vois. Ouais. Donc il a eu quand même pas mal de défaites. Et on voit que de faire partie de cette team, c'est en train de le faire exploser. Donc ouais, je pense que c'est un gros point, un point très important sur les résultats de ce week-end et puis sur l'évolution de Caio Borraio. Hein. Même si on le connaît peu, je pense qu'on a déjà quand même pas mal d'indications du niveau des combattants de cette team. Ouais, et puis c'est pas pour rien, comme tu l'as dit, il y a une grosse différence dans le ranking entre les deux. En général, l'UFC, quand ils font un gros step-up comme ça, tu passes de Paul Craig à Jared Cannonier, c'est qu'ils ont un peu confiance et qu'ils veulent le tester en se disant, ok, lui, il y a vraiment moyen qu'il perce si on veut le faire percer au plus vite, si on en croit notre instinct là-dessus. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais son profil, là, Caio Borraio? Je pense qu'on peut s'accorder à dire que c'est un excellent striker, notamment via sa team, qu'il a un bon jiu-jitsu brésilien. Je suis légèrement moins convaincu par sa lutte, Ouais. même si il est capable de mettre au sol, mais je pense qu'il a les bons timings. Mais quand je dis que je suis moins convaincu, ça va être plutôt sur sa capacité à enchaîner face à un meilleur lutteur. Mais voilà, je pense que son striking est très bon, style un petit peu karaté, gaucher, un bon système défensif, je trouve. Ça, c'est vraiment comme ça que je le décrirais. Ouais, je te rejoins. Moi, j'avais noté, c'est assez marrant. Lutte sur timing, pas trop de chaining. Ah bah tu vois. Pour décrire la lutte. Par contre, il a un jeu sans déchets. Il envoie peu, mais quand il envoie, c'est pour toucher. Ouais. Au même titre que quand il lutte, il va pas spécialement lutter sur des mauvais moments. Quand on voit sa statistique de takedown réussi, c'est bon. Évidemment, l'adversité est pas extraordinaire non plus, mais ça reste un bon indicateur aussi. Jab cross explosif qui sont plutôt bons, et c'est vrai qu'on le compare souvent à Lyoto Machida debout. Moi je préfère le comparer à Whittaker parce que je trouve que Lyoto Machida, je le vois plus comme un contreur. Caio Borraio, je le vois plus comme quelqu'un qui engage l'action, qui initie l'action, et donc ça me fait, voilà, dans les styles karatéka, ça me fait un tout petit peu plus penser à Whittaker qu'à Lyoto Machida. D'ailleurs, il a un bon lead hook aussi, crochet avant, pour varier. Il attaque beaucoup en ligne avec son jab cross, et puis de temps en temps, il va surprendre en venant sur le côté avec son crochet. Et alors, en garde ouverte, il a des très très bons calf kicks. Dans son combat contre Michael, je trouve que ses calf kicks sont rapides, puissants, bien envoyés. Donc ça, il faudra faire attention puisqu'on a un canonnier qui passe de gaucher à droitier, de droitier à gaucher plutôt. C'est un droitier de base, mais qui a pas peur de se mettre en gaucher non plus. Ouais, et les stop kicks aussi, hein, donc les coups de pied latéraux dans le genou, il les place plutôt bien. Ouais. Et sur son grappling, tu décrirais comment son grappling de position, passage en pression, recherche du dos, un jeu assez systématisé? Pour ce que j'en ai vu, moi je trouvé que c'était vraiment un grappling de jiu-jitsu brésilien. Donc il a une bonne capacité à pouvoir prendre la monte. Alors je sais plus quel combat j'ai vu contre Paul. Attends, non, je l'ai vu aussi. Non, contre Michael, quand il le termine du dos, je trouve non, ça part de la monte avec un coup plusieurs de coude. fois. Mouradov ou un truc comme ça. Ouais. C'est Mouradov? Non. Ouais. J'ai dit un peu au pif le nom. Hein. J'ai mis. Non, attends, parce J'ai que mis 2 syllabes, j'ai fini par off, mais je suis pas sûr que ce soit ça. ouais, c'est Muradov, c'est Mahmoud et Muradov. Bon, voilà, tu vois. Bien joué. J'ai mis 2 syllabes au hasard. Non, j'ai trouvé qu'il était vraiment efficace pour prendre la monte. Par contre, une fois en monte, eh bien, il se fait renverser à plusieurs reprises. Une fois sur le dos, il se sent plutôt à l'aise pour pouvoir attaquer, chercher les soumissions. Encore une fois, en MMA, moi, je trouve que c'est un jeu qui peut être un peu à double tranchant. Ouais. Parce qu'on a quand même des lutteurs qui ont été... ça fait quand même pas mal d'années que les lutteurs se sont formés à défendre face à des grappleurs et des jutsuka.
qui sont dans leur garde. Et notamment contre Muradov, il se fait renverser plusieurs fois, il cherche à attaquer, il passe quand même pas mal de temps sur le dos, tu vois. Euh, il réussit quand même à se relever et l'emporter, mais voilà, c'est des petits indicateurs qui peuvent être, qui pourraient lui faire perdre des rounds sur des combats face à un bon lutteur. Ouais, à très haut niveau, on sait que ça devient très vite un défaut, d'être trop à l'aise. En Ouais. fait, être trop à l'aise, on en avait parlé avec Israël Adesanya la semaine passée, trop à l'aise avec ses déplacements, il se laisse trop mettre sous pression et ça peut se retourner contre lui, ça s'est retourné contre lui. Pour les Jiu-Jitsuka, c'est pareil. On avait le cas avec Oliveira, ils mettent pas assez d'énergie dans leur lutte défensive, ils se retrouvent trop vite sur leur dos et ils perdent trop facilement des rounds. Et pour Caio Borraio, voilà, ce sera son 7e combat à l'UFC, donc je pense qu'il y a encore une maturité à prendre, mais s'il y a bien un axe de développement, c'est là-dessus. L'autre point que j'ai noté dans ses potentielles faiblesses, c'est il y a pas mal d'ouvertures quand il est mis sous pression. Son style karatéka nécessite de l'espace pour vraiment exprimer son jeu. Donc quand il est mis sous pression, quand il n'a pas beaucoup d'espace derrière lui, il se met beaucoup plus en mode défense et beaucoup moins en mode offensif. Et donc je pense qu'il y a de quoi faire quand on arrive à le mettre sur le pied arrière. Ouais, bah écoute, je suis entièrement d'accord, parce que moi j'ai noté gestion de l'espace dans les points négatifs. De temps en temps, il est mal positionné et effectivement rapidement mis à la cage, tu vois. Effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace pour reculer. Dans les points négatifs, enfin négatifs, il y aura la question des synchrones, hein, de savoir comment il sera capable d'enchaîner le 4 et le 5. Il n'en a jamais fait, hein, si je dis pas de bêtises. Pas à l'UFC en tout cas. Pas à l'UFC. J'avoue que je suis pas allé voir plus tôt dans sa carrière et j'aurais dû le faire. Mais voilà, partons du principe que au moins sur ses 8 derniers combats, il n'y a pas eu de 5 rounds parce qu'il est passé par 2 combats au Contender Series et puis il est sur 6 combats à l'UFC. Donc sur les 8 derniers, c'est que des 3 rounds. Voilà. Et puis voilà. Et puis on a parlé dans ses points forts de ses kicks. Ses stop kicks sont vraiment intéressants. Par contre, on a pu voir dans certains combats qu'il pouvait être contré dessus, tu vois. Ouais. Avec des droites légèrement plongeantes. Et on en parlait dans le Tale of the Tape sur l'allonge de canonnière. C'est le genre de choses qui... je crois que c'est contre Muradov où il se prend un contre du droit. Mais je me dis, avec 5-6 cm de plus... ça fait mal, tu vois. Et l'explosivité de Cannonier en plus, parce que ça fait partie des forces de Jarrett, c'est contrer les low kicks. Je trouve qu'il est plutôt pas mal là-dessus. Il a très bien fait contre Whittaker notamment, et ça nous fait une belle transition justement pour décrire un peu Jarrett Cannonier. On l'avait analysé évidemment avant son combat contre Nassourdine. Ça n'a pas trop bougé. Je trouve que le combat contre Nassourdine, c'était le Cannonier typique. Ça n'a pas exposé plus de faiblesse que ça n'a pas exposé une grosse nouveauté dans son jeu. Il est athlétique, il aime bosser à pression, il gère très bien son allonge, il a un bras arrière dangereux, il est plutôt droitier, mais il est compétent dans les 2 gardes. Défensivement, il est assez compact, il a un bon jeu de low kick et il est énergivore à amener au sol. Qu'est-ce que tu dirais de plus ? De plus, dans ses points forts, moi je trouve qu'il a une belle variété quand même dans ses frappes et je le trouve précis, quoi, dans sa manière de... Je trouve précis. Je trouve je connais pas ses stats. Je vais regarder ça relativement bien, hein. 60% de précision dans son pied. Ah non, pardon, ça c'est Caio Borraio. 52% de précision, mais avec... Il y a toujours ce truc de volume, quand on voit plus... Voilà, là, il envoie 9 frappes à la minute, il y en a plus de 4.5 qui touchent à la minute. Ouais, c'est pas mal. Je trouve qu'il est relativement précis. Et puis encore une fois, hein, sur le décompte de la précision, quand vous avez par exemple un double jab qui vient juste devant les yeux et un cross qui touche, le double jab est comptabilisé alors que ils sont pas là pour toucher. Hein. Ils sont pas là pour toucher. Moi, je le trouve relativement précis. J'aime beaucoup aussi la manière dont il utilise ses coudes de temps en temps. Il va envoyer, on parlait du double jab, plutôt que d'envoyer un cross, il va envoyer un coude. Ça fonctionne plutôt bien. Et ses contres contre Marvin Vettori, il a mis de ses contres. Je me demande comment Vettori est resté debout face à tout ce qu'il a pris. Mais je trouve plutôt là-dedans sur les points positifs. Ouais. Ah oui, on passe sur les négatifs. J'allais rajouter ça, mais c'est pour les négatifs. Ouais. Ah ok. Et dans le positif par rapport à ce combat-ci précisément, il est sur une belle série de combats en 5 rounds. Exactement. Avec beaucoup qui ont duré les 25 minutes. Donc il a cette expérience, il a cette préparation et on l'a vu très performant. Je pense qu'on en avait parlé dans notre dernière analyse. Il a un physique
est un style très explosif, très athlétique, qui en général ralentit au fil du temps. Et on est tous les deux assez surpris sur sa capacité à garder cette explosivité, cette puissance de frappe au fil des rounds, malgré qu'il combat avec une certaine intensité. Faudrait voir quand même les statistiques à partir. J'ai l'impression que le quatrième, il l'utilise souvent pour se reposer. Je sais pas si s'il y a quelque chose qui revient, mais quand tu vois le 5e round qu'il a fait contre Marvin Vettori, tu te dis wow, c'est impressionnant. C'est impressionnant tout ce qu'il peut envoyer. Alors contre Strickland, je pense que ce serait un bon indicateur. Ouais, alors ça donne 43 frappes envoyées dans le premier, 58 dans le deuxième, 69 dans le troisième, donc ça augmente, 61 dans le quatrième et 79 dans le cinquième. Donc ouais, il y a un petit gap, mais on reste à 61 dans le quatrième. Après, contre Sean Strickland, t'es moins en contrôle du rythme. Donc contre Vettori, on va voir ce que ça donne. Vettori, 57 dans le quatrième, alors qu'il est à 66, 125, 81, 57, puis ça remonte à 82. Exact. Ouais, donc le quatrième, ouais. C'est logique, hein, mais ça reste intéressant de... Et c'est là où il se fait finaliser contre Nassourdine, c'est dans le quatrième. Hein. Dans le quatrième où il ralentit un peu, c'est ça? Je crois que c'est dans le quatrième qu'il se fait finaliser par Nassourdine, donc c'est un indicateur. Ouais, c'est ça, c'est après 94 secondes dans le quatrième. Donc ouais, il y a ce petit temps de repos. Adesanya, par contre, il a diminué son nombre de frappes par 3, quoi. Il a quasi rien envoyé, c'est un truc de fou. Ouais. Ah ouais, il y a vraiment ce truc un peu à la Khabib ou à la Lawler aussi, hein, qui prenait souvent ses pauses dans le quatrième round pour accélérer dans le 5. Ouais. Enfin voilà, c'est des petits indicateurs intéressants pour le game plan, tu vois. Tout à fait. Et sur les points plutôt négatifs ici, les faiblesses? Alors moi sur ces faiblesses, j'ai noté. Est-ce que, enfin voilà, je trouve que pour Jared, on a quand même beaucoup de contenu lié à son expérience à l'UFC, donc il a fait quand même beaucoup de combats. Et donc ma question, c'est de savoir s'il sera capable de se renouveler, tu vois. En si peu de temps, qui plus est. Voilà, en si peu de temps. Et je pense que au-delà de son expérience, de l'âge et tout, vous voyez, quand vous avez beaucoup de contenu sur un adversaire, vous pouvez beaucoup l'étudier, vous pouvez voir beaucoup de choses qu'il est capable de faire et comment le battre aussi, hein, parce qu'il a pas mal de défaites. Il commence à avoir pas mal de défaites à son actif. Il y a pas mal de chemins de défaites. Et donc ça va être un petit peu le point négatif. L'autre point négatif que j'ai noté, c'est son menton. Je me questionne un peu sur son menton. Ouais, ça part un peu dans les deux sens. Quand tu regardes ce qu'il a pris contre Whittaker en début de troisième et sa capacité à rester dans le combat, c'est plutôt impressionnant. Il y a eu pas mal de combats où il encaisse beaucoup, notamment contre Sean Strickland, et t'as pas l'impression de le voir vaciller. Après, Sean Strickland, il a pas beaucoup de KO à son actif non plus. Et de l'autre côté, ouais, contre Imavov, il y a toujours cette discussion, ce débat qui a eu lieu, mais il se fait salement connecter et tu vois que c'est pas loin de finir complètement, quoi. Ouais, mais la manière dont il se fait toucher, c'est des rounds qu'il peut perdre à 18, tu vois. Clairement. Et au-delà de la question du menton, c'est la question d'être touché, tout simplement. Donc il s'est beaucoup touché. Il semble avoir une bonne défense, mais je le trouve assez perméable. Et Marvin Vettori, même si son 5e round est incroyable, je trouve qu'il prend quand même beaucoup de coups qu'il devrait pas prendre. Ouais. Je trouve qu'alors qu'il est en train de dominer, il aurait plus intérêt à mettre de la distance, ressortir. Donc voilà, donc ça c'est un peu le point négatif et je suis assez étonné de voir autant de gens le voir gagnant sur ce combat, tu vois. On est quasi sur du 60... C'est 65-35 sur les votes. Hein. Sur les votes, on est à 67% pour Cannonier. Je suis... Mais je pense que là, ce qui s'est passé aussi, c'est... Jared Cannonier, tout le monde le connaît, enfin, le grand public le connaît, on a aussi des votes grand public, donc les gens reconnaissent son nom par son dernier combat contre Nassourdine, alors que Caio Borralho, voilà, ceux qui regardent que les pay-per-view ou que les main event comme main event, ils n'ont pas encore vu Caio Borralho à l'œuvre. Bon, après, je peux comprendre, hein, Borralho, je le trouve pas non plus très impressionnant, tu vois. Pour le moment, non. Je pense qu'il y a une marge de progression chez lui, mais on y viendra quand on parlera des codes de Paris. Ouais. Mais pour moi, c'est très serré sur papier.
Oui, je suis entièrement d'accord. Mais en tout cas, voilà, sur les points un peu négatifs de Canonnière, je trouve qu'il y a eu plusieurs combats où on le voit se faire toucher. Même s'il vacille, bah, c'est des rounds de perdu, avec en plus la possibilité de pouvoir être finalisé comme l'a fait Imavov, tu vois. Mhm. Et Imavov, c'est pas non plus un gros puncher. Non. Donc sur des combattants comme un Borayo qui va être capable de toucher comme Ivavov, d'être précis et d'être patient, il peut obtenir un TKO. Et puis, bah, comme je disais, l'autre point négatif, c'est qu'il a beaucoup de combats et pas mal de contenu pour une team Comme Fighting Nerds. Ouais. Fighting Nerds qui, j'en suis persuadé, arrivera très très bien préparé avec des combinaisons adaptées à ce genre d'adversaire. Tout à fait. Voilà. Ouais, et en plus de ça, quand tu dis qu'il y a pas mal de contenu à observer chez Cannonier, bah, on a Whittaker et on a Ouais, Imavov qui sont des combattants in and out qui font partie des forces de Caio Borraio. Donc je pense qu'il y a exactement. pas mal de... Et Non seulement il y Vettori a du gaucher. contenu, mais il y a du contenu adapté. Et effectivement, Adapté, et contre des gauchers aussi. Vettori était en gaucher, si je dis pas de bêtises. ouais, oui. Et il y en a probablement d'autres que je peux pas sortir Oui. de Donc tête comme ça, ça, mais ouais. voilà. Ça, c'est vraiment les trucs qui, je, je- Gastelum, en fait. Ah, Gastelum Gaston, aussi, hein, in and out. in and out. Ouais. Voilà, voilà. Parfait. Sur la partie game plan, on va commencer par ce qu'on recommanderait aux Fighting Nerds, donc du côté de Caio Borrello. De manière générale, j'ai l'impression que le timing aura une énorme importance sur ce combat, euh, dans le sens, je vois pas mal d'ouverture sur qui engage au bon moment, les contres qui peuvent venir, et donc il y a vraiment cette notion de timing, comme on a eu justement contre Cannonier, contre euh, Whittaker. J'avais dit ça avant le combat contre Imavov. T'avais l'impression que quand Cannonier envoyait un low kick, initié avec un low kick, c'était plutôt Whittaker qui allait gagner l'échange avec un contre sur son jab. Et à l'inverse, quand Whittaker initiait sur son jab, c'était plutôt le contre sur le low kick de Cannonier qui Mhm. touchait. Et donc vraiment, cette notion de timing, je pense qu'elle sera omniprésente dans ce combat. Écoute, moi, j'étais plutôt parti sur le game plan, plutôt sur la gestion de l'espace. Je pense Ouais. que tous les deux ont quand même des gros défauts. J'en ai pas parlé chez Canonière, mais je trouve qu'aussi, de temps en temps, il se place mal. Il reste un petit peu dans le cercle du combat et enfin, tu vois, dans la distance courte, dans cette dimension-là, sans prendre en considération l'espace de la cage. Et plutôt que de vouloir directement contrer, surplacer pour être sûr que s'il y a une tentative de mise au sol, il ait l'espace pour défendre, tu vois. Mhm. Et, euh, et de la même manière, chez Borayo, je pense que c'est vraiment un gros point qu'il doit mettre en place, vu son style. Donc pour moi, ça doit être je pense que ça doit faire partie du game plan si on parle sur Borayo, mais des deux côtés en fait. Des deux côtés, je suis d'accord. Ouais. Celui qui gérera cet espace-là, en plus, bah, aura beaucoup plus de capacité à pouvoir avoir le timing, parce que quand vous êtes au centre, si vous mettez légèrement de la pression ou quoi que ce soit, souvent en réaction, eh bien, il va y avoir une frappe offensive de l'adversaire et donc la possibilité de contrer, quoi. Mhm. C'est ce que faisait beaucoup McGregor, tu vois, par exemple. C'est ça, Il se contreur plaçait, pression, agressif. pression. Une fois acculé vers la cage, la réaction d'un combattant, mais un petit peu comme tout le monde, c'est de vouloir frapper pour pouvoir remettre de l'espace et c'est le moment de contrer. C'est ça. Et en fait, ça provoque une attaque, on va dire, plus réactive que proactive du côté de Ouais, l'adversaire. Même si c'est lui qui initie l'action, il initie l'action parce qu'il se sent sous pression. Et c'est pas exactement. la même chose que d'initier l'action parce que on le décide à cet instant-là. Et donc c'est toujours un peu moins qualitatif, c'est toujours un peu moins précis, un peu pas spécialement sur le bon angle ou la bonne distance. Moi je suis d'accord avec toi. J'avais mis pour Caio Borrello, c'est d'avoir un objectif de récupération du centre une fois qu'il est Mm. proche de la cage. Et la lutte est une option parce que tu dis souvent sous pression tu vas attaquer. Je pense que lutter pas pour mettre au sol, mais lutter pour gagner de l'espace et reprendre un peu le centre, ça peut être une option pour Borrello. Ah, tu veux dire, par exemple, quand il se remet sous pression, de pouvoir entrer au clinch, tourner et repousser pour reprendre le centre. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être une Ouais, option. la valse, le euh, waltzing en anglais. Et comment on dit? La Waltzing, Walsing, ok. je crois que c'est ça, hein, pour Ah, valser. j'avais vu une analyse, je sais plus de quel compte YouTube, sur le style des combattants de Eric Nicksick,
qui ont tendance à initier le clinch quand ils sont mis sous pression, juste pour récupérer le centre. Et je trouvais ça génial. Et José Aldo est très bon pour ça aussi. Mon anglais est peut-être mauvais, mais c'est waltz de valse, tu vois. Waltzing, valser. Et c'est un terme qu'on utilise en boxe anglaise. Donc quand tu te retrouves dans les cordes, plutôt que de vouloir sortir, tu feintes une frappe, tu vas au clinch et puis tu tournes. Tu vois, vraiment de la valse, quoi. Tu tournes, tu repousses et tu reprends ton centre. Du waltzing. En fait, tu inverses même les positions quasiment. C'est ce qu'utilisait par exemple Roberto Duran, tu vois. Ok. Et voilà, je pense que ça peut être une bonne option pour lui. et sur Instagram, j'ai un petit réel, tu le verras sûrement, Waltzing in MMA sur ça. Je pense que c'est une bonne idée. Et alors, je vais rajouter un truc sur ça. Je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a vu quand même Cannonier se faire toucher dans du très proche comme ça, tu vois. Ouais. Alors, faut se méfier de ses coudes, mais je pense que sur les KO qui s'est pris, c'était à mi-distance, non? Ouais, pour la plupart. Contre Dominique Reyes. J'avais souvenir là, Dominique Reyes, c'est de la mi-distance à moitié, non? Mi-distance. Il se prend un crochet sur l'oreille ou un truc comme ça. Ouais, contre Imavov Et aussi. Nassourdine Imavov, c'est un peu dans une zone comme de mi-distance, hein. Ouais. Donc pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas reprendre son espace frappé? Ça pourrait être des ouvertures intéressantes, ouais. Ouais, j'aime bien. Les autres choses que j'avais notées, moi, c'est varier les angles d'attaque. Donc, comme il le fait très bien, attaquer beaucoup sur des jabs, des crosses dans la ligne, puisqu'on a un Cannonier vraiment qui est très compact défensivement, qui va chasser, qui va bloquer. Et donc, plus tu attaques dans la ligne, plus sa garde va se refermer vers l'axe, et puis ça va ouvrir sur les crochets avant, éventuellement faire comme Whittaker, un petit 1-2 high kick. J'ai pas encore vu Caio Borrello le faire. Il y a les genoux sautés qui fonctionnent très bien pour Caio aussi. Donc, je pense qu'il doit varier juste les angles d'attaque, pas spécialement la cible, mais les angles. Et alors, évidemment, avoir un système pour punir les low kicks. Je pense que on sait qu'Annonier a des très bons low kicks. Il s'est déjà fait connecter en contre dessus. Caio peut pas juste accepter de prendre des low kicks. Il doit avoir des réponses à ça. Est-ce que tu recommanderais, toi, des rounds à prendre pour Caio Borralho? Au minimum le 4? Le 4 d'office. Je me posais la question ce matin, je me dis, ils ont tous les deux un style qui est beaucoup plus efficace avec de l'énergie. On a autant que Caio Borralho, il explose très bien, donc l'explosivité est nécessaire dans son jeu. Autant Cannonier, qui est très athlétique, a besoin d'énergie. Donc moi, j'ai l'impression que 2-4-5, un truc comme ça. Le 5, ça va être difficile. Ouais, mais le 5, ouais, c'est vrai que ça dépend de sa confiance en lui. 2-3-4 alors peut-être. Je pense qu'il y a possibilité 2-3-4, ou alors sur le premier round, tu vois, le 1, de le prendre un petit peu. Tu vois, ces rounds serrés où tu mets de la distance, tu touches, tu mets de la distance, tu frustres, tu désengages, tu boxes légèrement en reculant, tu réussis à prendre un round peut-être avec une tentative de guillotine s'il rentre. Ouais. Et puis alors s'il réussit à prendre le 1, le 4 d'office et puis peut-être le 2 ou le 3, tu vois. Ouais. Je pense que le 1 pourrait être face à un gars qui est habitué à faire synchrone. Il sera peut-être un petit peu plus frileux à vouloir prendre le 1 Cannonier, tu vois. Ouais, il y a des chances, c'est vrai. Et peut-être que Cannonier, justement, dans sa tête, il se dit, le gars, il a jamais fait de 4 et 5. C'est dans mon intérêt d'amener le combat dans le 4 et 5 pour aller dans un domaine où moi j'ai de l'expérience et lui pas du tout. Et par conséquent, être un tout petit peu plus attentiste ou moins volumineux dans le premier round. Et donc, c'est peut-être une opportunité pour Caio d'aller le chercher. Et moi, le dernier point que j'avais noté, c'est utiliser la lutte comme un moyen d'ajouter de l'information au combat du côté de Caio. Ah oui. Donc il faut pas qu'il dépense trop d'énergie dedans, mais c'est juste l'utiliser pour qu'il y ait une information supplémentaire pour que ça ouvre peut-être des portes dans les séquences de pieds-points. Ouais, vraiment ça, je suis un peu moins convaincu. Moi, je t'avoue que j'hésiterais à mettre de la lutte face à Cannonier. Ouais, mais si ton objectif c'est juste d'ajouter de l'information et pas d'amener au sol, t'as un peu moins ce risque de contre ou de te fatiguer trop dans ces moments-là. Maintenant, il y a toujours cette question de physique que Cannonier pourrait garder le clinch et travailler à partir de là, et donc ça représente un risque aussi. Ouais, et puis si tu te rappelles le KO que s'est pris Jack Hermanson en mettant de l'info. Ouais, sauf que Jack Hermanson, il shootait parce qu'il était pas à l'aise du tout debout contre Cannonier.
Non, Il t'as y a une raison. différence entre shooter parce que t'as peur et shooter parce que ça fait partie de Non, la c'est sûr. stratégie. Mais c'est vrai que ce petit uppercut à la Derrick Lewis contre Blades, il a fait Ouais. bien mal. Mais oui, pour mettre de l'information, ouais, clairement, clairement. Et du côté de Cannonier, premier point, pression et mettre sur le pied arrière. Ouais. Ouais. Alors moi j'ai mis ouais, comme tu dis, pression, cadrage. Pour moi Ouais. c'est vraiment important. Je pense que suite à cette défaite face à Imavov, il doit vraiment chercher à se renouveler, être Mhm. un peu plus imprévisible, euh, surtout face à cet adversaire. Ouais. Donc je pense que ça c'est vraiment, alors c'est difficile hein, comme tu l'as dit en peu de temps, mais il y a possibilité de voilà, de peut-être arriver, je sais pas moi, tu sais, des fois c'est des trucs un peu à la con, d'arriver en gaucher Ouais. ou de kicker, il a des bons, tu vois, des bons types là, Ouais. des front kicks, un truc dans le genre. Je me demande si lui devrait pas utiliser sa lutte dans certains rounds pour mettre sur le dos. Je pense qu'il a la capacité de mettre à la cage et d'arracher Caio Borralho pour le mettre sur le dos, de s'attendre à ce que Borralho cherche des soumissions, et donc de les Mhm. défendre tout simplement, frapper, défendre, frapper, utiliser ses coudes et prendre au moins 2 rounds grâce à la lutte et au lay and pray, tu vois. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée parce qu'effectivement, si tu pars du principe qu'on a un Caillot qui va peut-être pas mettre beaucoup d'énergie dans sa lutte défensive parce qu'il est à l'aise sur son dos, il y a peut-être moyen d'aller Mhm. chercher des rounds avec une demi-garde à la cage sans trop s'exposer aux Ouais, soumissions. Mhm. ouais. Et puis bah forcément, bah, bien défendre les guillotines, parce que je pense que Borralho, euh, même s'il obtient pas la guillotine, il obtiendra un renversement, il sera capable de se relever s'il se place bien, tu vois. Ouais. Il l'avait montré aussi. Mais en tout cas, je pense que la lutte pourrait être quelque chose d'intéressant, tu vois. Ouais, je pense qu'il doit avoir ça quelque part dans sa stratégie. Ouais. Et pour moi, il peut aussi se permettre de regarder comment ça se passe debout au début et l'utiliser si ça se passe pas aussi bien que ce qu'il pense. Parce que le côté, j'aime bien le côté gaucher et mettre sous pression parce que c'est ce que Michal avait fait contre Caio Borraio. Et bon, il y a une grosse différence entre Michal et Jared Cannonier. Et Mhm. il y avait vraiment pas mal de combinaisons qui passaient bien pour Michal ou qui étaient pas loin de bosser. On voyait un Caio Borraio qui utilisait le roulement d'épaule, ce qui est assez risqué. Il le fait bien, mais contre un gros puncher, je sais pas. Donc, moi, j'avais noté bosser en combinaison pour Cannonier, ce qui fonctionne bien quand tu mets sur le pied arrière. Mhm. Et une des combinaisons que j'avais notées, c'est en gaucher, double jab, overhand, lead hook. Je pense que ça peut, vu le système défensif en garde fermée de Caio Borraio, je pense qu'il y a une sacrée ouverture sur cette combinaison-là. Donc, Mhm. s'il arrive à la bosser, on sait jamais. Et le dernier Et- point que j'ai noté, c'est favoriser les attaques sur les deux niveaux du bas. Quand tu regardes, parce que j'ai regardé contre Whittaker les statistiques de Cannonier. J'ai juste les citer parce que c'est important d'être précis. Alors, les envois, les coups à la tête de Jared Cannonier dans ce combat, il y en a 17 qui ont touché sur 46. Donc en termes de pourcentage, c'est très faible. Mhm. Alors qu'au corps, il y a 14 sur 18 qui ont touché et aux jambes, 22 sur 25. Mhm. Donc face à ce style qui bouge bien, qui travaille en in and out, je pense que les jambes et le corps sont beaucoup plus accessibles que la tête. Et Cannonier a déjà un combat dans ce style-là. Et il doit absolument prendre ce qui a bien fonctionné pour lui dans ce combat et favoriser ça. Donc voilà, je dirais en single attack beaucoup les jambes et le corps et travailler en combinaison pour aller chercher la tête. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée, effectivement. Quelque chose d'autre? On a fait un beau Non, je tour, crois je pas, je crois pense. pas. Si, sur le fait que tu dises de voir un petit peu comment ça se passe debout, moi je suis pas très fan de cette idée-là. Tu vois, de partir en disant, oh, j'utilise la lutte en deuxième option, tu vois. Je Hmm. pense que, je pense que la plupart du temps, de se dire, j'utilise la lutte si ça se passe mal, le timing est plus bon. Ouais, Dans le ouais, sens c'est vrai où, qu'alors tu l'utilises tu vas l'utiliser quand en t'es un dernier peu, recours. voilà, quand t'es un peu Ouais. sur le pied arrière, l'autre il commence à avoir pris la confiance debout, il commence à avoir le timing, tu vois. Moi, je pense que ça doit être un peu plus. Il doit arriver, il doit mettre la pression, il doit chercher à cadrer. Comme tu l'as dit, frapper au corps peut-être parce qu'on va avoir quelqu'un. Et on l'a vu avec Prates hein, sur les shoulder rolls, Mhm. la défense derrière l'épaule. Donc pouvoir frapper au corps, contrer sur les stop kicks ou sur ses kicks. Et, euh, et puis voilà, après avoir mis sous pression, quand on a un Borayo qui va peut-être vouloir se mettre un petit peu plus sur l'avant,
et chercher un contre, par exemple, là directement le mettre au sol. Tu vois. Hmm. Casser le rythme en fait et casser la direction du combat. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Et alors, s'il le met sur le dos, pour moi, ça, c'est un round qu'il doit prendre. Et puis, il doit faire du dégât avec les coudes, quoi. Je pense qu'il est vraiment, vraiment capable de faire très, très mal avec ses coudes. Et ça pourrait être une très bonne solution. Et en plus, épuiser Caio Borralho. On l'a pas vu sur Synchrone, mais il faut quand même savoir aussi que être sur son dos, c'est assez énergivore. Hein. Surtout avec quelqu'un qui est passivement actif, qui fait un peu le lay and pray pour vraiment être imperméable aux soumissions, mais qui va être assez actif pour pas se faire relever et dans son activité va être dans la punition. Quoi. Ouais, et ça Vicieux. fatigue les jambes face à un mec qui fait beaucoup de in and out, qui est léger sur ses appuis. C'est épuisant pour les jambes. Hein. Ouais, et ça peut être et même cette lutte peut être un investissement sur les rounds plus tardifs. Ouais. Le fait de le fatiguer, comme je le disais, les deux styles, selon moi, ont besoin d'énergie pour être vraiment performants. Donc un Caio Borralho qui commence à avoir les jambes lourdes, ça va plus donner du tout la même chose debout. Cannonier, il est un tout petit peu plus capable, selon moi, dans la fatigue, de performer dans la dimension du striking. Alors, selon notre sponsor unibet.fr, les cotes sont à l'inverse des votes de notre communauté. Caio est donné favori à 1,44 contre 2,58 pour Cannonier. On est sur un 65-35 là. T'en penses quoi? Est-ce que toi t'es plus du côté unibet.fr? Est-ce que t'es plus du côté de notre communauté Fight Minds ou t'es un peu à... Je suis un peu plus entre les deux, tu vois. Ouais. Pour être honnête, je vois un 55-45 pour Caio. Je vois un léger avantage Caio Borralho. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de contenu sur Cannonier et je pense que la team Fighting Nerds fait du très bon boulot, donc je suis persuadé qu'ils arriveront très bien préparés. Mais je veux pas enterrer Jared pour autant. Et voilà, je pense que c'est jeter une pièce avec un léger surplus de poids du côté de Borralho. Ah ouais, moi aussi j'ai trouvé exagéré du côté de unibet.fr l'avantage du prospect. Parce que pour moi c'est très serré et c'est vrai que c'est plus les facteurs X qui me font pencher du côté de Caio parce que tu as des arguments des deux côtés. Cette expérience sur 5 rounds, pour moi ça devrait compenser un tout petit peu. Quand tu regardes skill pour skill, ils ont tous les deux un chemin vers la victoire et donc moi je suis très très surpris qu'on sorte au-dessus dans 60-40. Je m'attendais à tout ce qui se situait dans le 60-40 et je peux entendre des arguments des deux côtés. Ouais, j'entends Borralho favori parce que tu as un Cannonier qui a été hors de la cage pendant 1 an, qui est revenu, qui a pris une défaite par TKO dans le 4e round, qui revient assez tôt. Effectivement, l'équipe de Caio Borralho, au-delà du fait que lui, il est sur 15 victoires consécutives, dont 6 à l'UFC, plus les 2 passages au Contender Series, qu'il est dans une équipe avec uniquement des victoires cette année, à l'UFC en tout cas. Ouais, il y a beaucoup d'arguments dans l'extra qui penche du côté de Borralho. Donc moi j'étais plus sur un 50-50 avec un léger penchant Borralho, donc même un 52-48 quoi si on veut. Ok, bon, on a fait le tour, hein, les amis. Il ne nous reste plus nous qu'à répondre aux questions de nos membres et donner nos pronos et nos préférences dans une vidéo qui sera exclusivement réservée aux membres. Donc vous pouvez rejoindre la communauté via le bouton rejoindre en bas à gauche de cette vidéo. Là, on y parlera surtout de l'âge de Cannonier. C'est une des questions principales de nos membres, du rapid turnover, et on parlera aussi de la suite qu'on imagine pour le vainqueur de ce combat, et donc le mouvement que ça va créer dans la division. Brian, un tout grand merci à toi pour la préparation. Oui. À dans 5 secondes. Et à bientôt à tout le monde. Ciao les amis. Ciao tout le monde.